Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Alliance française en ligne, à l'Alliance française de Washington en ligne. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant les élections et je le dis tout de suite, quel que soit le candidat que vous choisissiez, l'essentiel, c'est que vous alliez voter. C'est ce que j'ai le droit de dire en tant que non-profit. Donc, je vous le répéterai en anglais aussi. Whoever it is that you choose to vote from, the most important thing is to go out voting or to mail out your ballot. So please do your duty as a citizen. If you are a US citizen, just vote, whoever you choose to vote from. Je suis ravie d'accueillir ce soir Jérôme Cartillier de l'agence France Presse et Gilles Paris. Je connais Jérôme depuis plusieurs années, Gilles un peu moins, mais je connais bien Jérôme. Voilà, j'en profite pour dire bonjour. Si ils sont là à la famille de Jérôme, que je connais, qu'elle soit ici à Bethesda ou en France à Lyon. Je crois que j'ai vu passer un email qui me semblait connu. Donc, j'espère que c'est ça, que ce n'est pas trop tard pour ceux de Lyon. Et je suis ravie de vous avoir ainsi sur cet événement ce soir. Dans la foulée, je vous rappelle que cette semaine, nous avons l'autre événement aussi sur l'autre candidat, donc avec France 24, Sonia Dridi, qui publie son premier livre sur l'Amérique de Joe Biden. Donc, c'est jeudi 29 octobre à la même heure, 18h30. Donc, si vous voulez pouvoir écouter les deux points de vue des journalistes français sur la politique américaine, ce soir, l'Amérique année Trump, et puis jeudi 29 octobre, le livre de Sonia Dridi. Avant de donner la parole à Jérôme et à Gilles, je vais vous rappeler quelques questions de logistique et je me répéterai en anglais pour cette logistique. L'événement est enregistré, mon assistante est en vacances bien méritées. Elle fera un editing de la vidéo à son retour qui sera ensuite posté sur YouTube. Pour ce faire et pour garder la qualité du son, ça sera très bien si vous restiez sur mode silencieux pendant la durée de l'événement. Vous pouvez poster vos questions dans le chat et je les filtrerai puisque moi je ferai la logistique ce soir et je les poserai ensuite à la fin de l'événement. So for those of you who think I speak too quickly in French, I just wanted to let you know that for logistics reasons, please do keep yourself on mute for the duration of the event because we are recording it. My assistant is on vacation right now, but when she comes back, she'll edit the video and then she'll post it on the Alliance Française YouTube channel for other people to see. So it's nice if you keep it on mute on your end. The only one allowed to speak will be Jérôme and Gilles, of course. For the questions, you can ask them and write them in the chat. I'll be only doing logistics here, so it means that after they finish their part, I can ask the questions out loud for you. You can ask your questions in English or in French. I'm sure they're able to answer in both languages. Avant de commencer, je voudrais aussi vous rappeler first of all, in English, for those of you, maybe I didn't say it before, but we have the other event on the 29th of October with Sonia Dridi on the Joe Biden's America, so you can have the second point of view from another French journalist. And I would like to thank in particular a few people who are helping us and who have helped us tonight, in particular for this event, by making a donation to Alliance Française. Paul Dybel, Bonnie Walter, Marie-Yasmine Auclair, Amaury Jendrek, David Enzel, Karen Leggett, Keisha Brown, Kathy Adams, John Viking, Tracy Weisler, Candace LaRocca, Anne McCormick, Charles Richter, Philip Zussler, Stephen Williams, and Barbara Bouquenot. And I commend Barbara Bouquenot, who is my colleague at Alliance Française Boston, and she's attending the event. She's the executive director at Alliance Française Boston. So we have Massachusetts with us tonight. Without further ado, je vous laisse la parole, Jérôme et Gilles, en français. Et je vous rappelle que si vous préférez voir la view sur le speaker, vous pouvez changer aussi dans votre coin à droite et changer la view de Gallery à Speaker View. Ça marche aussi avec Speaker View. Très bien, à vous. Très bien, merci à tous d'être là. On est très impressionnés par le nombre de connexions, très flattés aussi, et on espère qu'on saura répondre à vos questions. Je pense qu'on essaiera de consacrer le plus de temps possible aux questions, et on va se contenter pour notre part d'une petite présentation de la genèse du livre, comment nous en sommes arrivés là, et puis Jérôme lira un extrait.
Alors ce livre, il est né de l'idée d'un éditeur, comme c'est souvent le cas. Nous étions avec Jérôme, nous, vraiment la tête dans le guidon, comme on dit en français, très accaparés par cette présidence Trump qui est unique en bien des aspects. Et écrire un livre nous paraissait une idée un peu saugrenue compte tenu de la quantité de travail que nous avions à traiter tous les jours. Et puis cet éditeur, Gilles Kepel, qui est un ancien professeur que j'avais eu à Sciences Po il y a à peu près 1000 ans, il y a une collection chez Gallimard qui est consacrée aux questions internationales. Et donc il m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé à écrire sur Trump. Mon premier réflexe, c'était plutôt de répondre par la négative. Encore une fois, la masse de travail que suppose l'écriture d'un livre. Et puis le sujet de Trump, qui est un sujet qui peut être piégé. Ça ne me mettait pas tout à fait à l'aise. Et puis il a insisté, puis j'ai réfléchi et très vite j'ai conclu que je ne me lancerais pas dans l'aventure tout seul et qu'on pourrait examiner cette perspective si on partait à deux pour être plus solide, à la fois pour gérer la masse de travail et pour avoir en permanence un regard croisé pour éviter de partir dans une direction et de s'égarer dans ses propres certitudes. Alors, c'est évident que très vite, le nom de Jérôme m'a semblé une évidence parce que on se côtoyait beaucoup à la Maison-Blanche, on parlait beaucoup de politique, on parlait beaucoup de Trump et on partageait la même curiosité par rapport à ce phénomène. Donc, je lui ai fait une proposition. Il était lui aussi très prudent de son côté. Il avait un peu les mêmes réticences que j'avais moi lorsque j'avais reçu la première invitation à écrire de Gilles Kepel. Et puis on en a parlé beaucoup, et puis on a commencé à se familiariser avec les gays. On a écrit un premier projet. On a rencontré Gilles Kepel qui nous a dit qu'on partait dans le mur. Donc il a fallu qu'on reprenne tout ça parce que dis-moi, la première idée, le premier projet, c'est pas forcément on ne trouve pas forcément le chemin tout de suite. Donc, après cette première rencontre un petit peu cuisante pour l'ego, on s'est retrouvé dans un café de Bethesda, on a bien réfléchi et puis on a trouvé une construction qui nous paraissait à la fois plus satisfaisante, plus dynamique et rétrospectivement, on s'est félicité d'avoir été renvoyé dans nos buts parce que notre premier projet allait sans doute pas tenir la route. Donc, sur la base de ce premier projet, nous étions en 2018, on a commencé à écrire. Alors, l'écriture à deux, ça peut être une épreuve douloureuse. Et en fait, ça a été vraiment une expérience très, très agréable. On ne s'est pas séparé les parties et affecté les parties séparément l'un et l'autre. On a essayé de travailler le plus possible en fusion, c'est-à-dire que quand on s'attaquait à un chapitre, on le détaillait en sous-parties, on se répartissait ces sous-parties, mais on faisait des constants allers-retours et on se réécrivait l'un l'autre, ce qui permettait à la fois d'avoir une unité de fil de pensée et puis une unité de style qui nous paraissait importante. Pour la petite histoire, avant de se lancer dans cette entreprise, on avait traversé ensemble à 2 reprises le Grand Canyon et on a considéré que ça pouvait contribuer à forger l'esprit d'équipe au moment des épreuves. Parce que des épreuves, quand on écrit à deux, il y en a forcément. Il y en a forcément parce qu'on n'a pas toujours la même disponibilité, on n'a pas toujours la même disponibilité d'esprit. Et puis, on a nos travers d'écriture. Moi, quand j'écris, en fait, si on me lit, on va finir asphyxié parce que je mets un point à la fin, mais 1 heure a passé, donc c'est juste pas possible. Je fais des phrases trop compliquées, je me perds dans mes subordonnés, donc c'est souvent fastidieux à lire. Et Jérôme, lui, il est beaucoup plus direct, parfois trop direct peut-être. Donc, entre mon style et son style, on a j'espère, pu trouver un équilibre assez satisfaisant, en tout cas qui nous a plu de travailler ensemble et de se renvoyer nos types d'écriture amicalement à la figure quand il y a quelque chose qui nous semblait ne pas aller tout à fait dans ce passage-là. Donc, on a commencé l'écriture en 2018 et le projet, il a changé de nature un petit peu parce qu'on a eu la possibilité, grâce à la maison d'édition, grâce à Gallimard, d'étirer le temps d'écriture pour englober pratiquement la totalité du mandat. C'est-à-dire qu'on a écrit jusqu'au début du mois d'août et on a donc pu mettre alors qu'on pensait initialement finir tout d'abord en décembre 2019, puis après en mars 2020. Et on a pu comme ça insérer
les grandes crises de ce printemps qui sont des marqueurs vraiment fondamentaux de cette présidence. Et c'était une chance parce que si on avait terminé beaucoup plus tôt, c'est sûr que notre livre serait incomplet. Et bon, Gallimard nous a donné cette souplesse-là et on en a profité. C'était un petit peu sportif parce qu'il fallait quand même aller vite, essayer de rester dans l'actualité, en même temps introduire une distance, une analyse, et avec une élection qui, par définition, a une issue qu'on ne peut pas deviner à l'avance. Donc, on a pu quand même tenir le cap. On a pu remplir notre partie du contrat dans les délais et on a livré notre copie fin août. Après des relectures croisées avec des éditeurs chez Gallimard, et ça, c'est un travail très intéressant. On a travaillé avec des gens très pointus, très minutieux, très soucieux du détail, qui ont pu traquer quelques petites erreurs, imprécisions, inexactitudes. Et ça, c'était très riche. Et aussi des formulations qui nous paraissaient évidentes, mais qui n'étaient pas forcément pour le premier lecteur. Donc, ce travail d'enrichissement a été aussi une découverte et une grande satisfaction. Et puis donc, le livre est sorti en septembre et on est ravis de l'avoir fait et on espère que les gens qui le liront auront autant de plaisir à le parcourir. Voilà, merci Gilles. Alors, on pensait, on avait dans l'idée de vous lire un court passage et j'ai choisi un passage qui illustrait ce qu'on a un peu essayé de faire tout au long du livre. C'est à la fois comme on l'explique assez tôt, une des difficultés avec Donald Trump, c'est qu'il crée un clivage net et tranché entre les pro-Trump et les anti-Trump. Et il n'y a pas de place au milieu. Et on a essayé de se tenir à l'écart de ces deux écueils, si on peut dire. C'est un exercice d'équilibriste qui n'est pas facile, mais qui consistait notamment à voir là où, et c'est le titre de notre premier chapitre, là où Trump avait du talent, entre guillemets, ce qu'il savait faire et les raisons pour lesquelles il avait été élu en 2016. Et puis aussi les limites. Les limites, évidemment, au pouvoir, les limites il y a une chose, c'est d'accéder au pouvoir, une deuxième, c'est de gouverner. Et donc, voilà, on a retenu ce passage. Moi, j'avais voyagé avec lui lorsqu'il s'est rendu sur la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il a été le premier président américain de l'histoire à fouler le sol nord-coréen. Et donc, c'était une très, très longue journée avec le décalage horaire. J'avais passé cette journée dans le pool. Il faut savoir que quand on suit Donald Trump, il y a un petit pool autour de lui. Il y a 13 places pour les journalistes pour monter à l'arrière d'Air Force One, pour vraiment être ce qu'on appelle dans la bulle de la Maison-Blanche. Et j'étais ce jour-là, il y a une rotation, j'étais ce jour-là dans la bulle. C'était un événement assez exceptionnel et c'était intéressant de voir, on voyait un petit peu ces deux facettes de Trump, c'est-à-dire cette fascination du show, donc cette sous-partie, on l'a appelé le sens du show, et en même temps les limites de l'exercice. Donc je vous propose de lire ces quelques pages et puis après l'idée, ce serait vraiment d'ouvrir aux questions. La quête de l'image parfaite est une obsession ancienne dans la politique américaine. Barack Obama poussa le jeu très loin en limitant à outrance l'accès des photographes de presse à ses activités, leur préférant en de nombreuses occasions son photographe personnel, Pete Souza, qui délivrait immanquablement des clichés millimétrés et flatteurs destinés à façonner sa place dans l'histoire. Mais la quête de Donald Trump est d'une autre nature. C'est celle du grand moment de télévision, sans se soucier de la veille ou du lendemain, comme une fin en soi, et il a dans ce registre un talent à nul autre pareil. Dès que sa visite à Séoul fin juin 2019 est annoncée, Washington se met à bruisser. Et s'il profitait de l'occasion pour devenir le premier président américain à poser le pied sur le sol nord-coréen dans la zone démilitarisée. Donald Trump décide de prendre en charge seul la mise en scène. Il met lui-même fin aux spéculations de la façon la plus théâtrale qui soit. Une invitation au grand jour sous la forme d'un tweet. Pendant que je serai là-bas et si le président Kim voit ce message, je pourrai le rencontrer à la frontière juste pour lui serrer la main et dire bonjour. Le coup surprend mais fait mouche. C'est le début d'une séquence qui restera comme l'une des plus saisissantes de la présidence Trump. Le jour J, il commence sa visite dans le village frontalier de Panmunjom, où fut signé l'armistice de 1953, sur un ton amer, vindicatif. Arrivé comme lui de Séoul en hélicoptère au sein du pool resserré de journalistes qui l'accompagnent dans tous ses déplacements, nous patientons à distance avant de le rejoindre. La journée aura à coup sûr sa place dans les livres d'histoire. Mais ses premiers mots sont une attaque en règle contre les médias. Il a été piqué au vif par les analyses, nombreuses. Il souligne qu'il n'a, en dépit de 2 sommets et de l'échange de nombreuses magnifiques lettres avec Kim Jong-un, obtenu aucune avancée concrète sur le dossier nucléaire.
Quelques minutes plus tard, le changement de ton est net. Donald Trump a préparé sa partition. Il sort de la Freedom House, le bâtiment qui héberge traditionnellement les visiteurs, fait une pause en haut des marches, regarde au loin du côté nord-coréen pour voir s'il aperçoit le maître de Pyongyang. Descend les quelques marches, esquisse un sourire, s'avance lentement vers les deux baraquements bleus qui jouxtent la ligne de démarcation. Encore quelques marches. Puis il s'engage sur une partie recouverte de gravier au son des crépitements des appareils photo. En face, Kim Jong-un, dans son éternel costume Mao, se porte à sa rencontre. La tension est forte. Donald Trump arrive le premier à la petite dalle de béton qui symbolise la frontière et s'immobilise. Kim Jong-un le rejoint, démarche décontractée. Poignée de main, nous tendons l'oreille pour ne rien perdre de ce moment longtemps inimaginable. Content de vous voir, je n'aurais jamais imaginé vous voir ici, lance Kim, dont les propos sont traduits par un homme qui se tient non loin de Loi. Souhaitez-vous que je franchisse la ligne, lance Trump, joueur. Il pose un pied sur la bordure de démarcation. Encore un pas, il est de l'autre côté, il foule le sol de la Corée du Nord. Les deux dirigeants avancent ensemble, une vingtaine de pas, deux silhouettes de dos, costume bleu marine et costume noir, chevelure blonde et nuque rasée. Ils font une pause, applaudissent, se serrent de nouveau la main, puis repartent dans l'autre sens vers la Corée du Sud. Crient des photographes qui redoutent de voir un cliché historique leur échapper et demandent aux officiels nord-coréens de dégager la vue. Les deux hommes prennent la pause avant de franchir de nouveau la ligne de démarcation. Un grand moment, de grands progrès, d'énormes progrès, exulte Donald Trump, qui aura passé un peu plus de 60 secondes en territoire nord-coréen. Les images sont saisissantes, mais le spectacle ne peut s'arrêter là. En meeting, Donald Trump sait lire la foule. En déplacement, il sent les moments forts. Ce jour-là, il est déterminé à ce que la séquence dure. Au lieu d'aller tout droit vers la Freedom House, où un tête-à-tête est prévu, il s'arrête. Il parle à Kim Jong-un, le fait rire. Un échange avec le pool s'improvise. Dans une cohue inimaginable, nous multiplions les questions. Les deux hommes s'en amusent. La scène a quelque chose de surréaliste. Tourné vers son interprète, Kim Jong-un, très détendu, s'exprime sans la moindre hésitation. Le président vient de franchir la ligne de démarcation. Il est devenu le premier président américain à se rendre dans notre pays. Donald Trump écoute tout sourire, lui donne une petite tape dans le dos, puis prend la parole à son tour. Je ne m'y attendais pas vraiment. Nous étions au Japon pour le G20, nous sommes venus en Corée du Sud et j'ai dit « Hey, je suis ici, je vais appeler Chairman Kim ». Franchir cette ligne fut un grand honneur. Beaucoup de progrès ont été accomplis. Ce fut vraiment organisé au dernier moment. Je veux vous remercier. Le leader nord-coréen rigole. Nous nous sommes bien aimés dès le premier jour et c'est très important, ajoute le président américain. Nouvelle poignée de main. Donald Trump garde un œil sur les journalistes. Il ne semble toujours pas pressé de partir, malgré la nervosité évidente des agents du Secret Service. Serait-il prêt à inviter l'héritier de la dynastie des Kim à la Maison-Blanche? Absolument, répond-il. Le président sud-coréen Moon Jae-in a maintenant rejoint les deux hommes. Nouvel échange avec les journalistes. Donald Trump ne s'arrête plus. C'est un grand jour pour beaucoup de monde, c'est un grand jour pour le monde. Quand je suis devenu président des États-Unis, il y avait un grand conflit dans cette région et aujourd'hui, c'est l'inverse. Place au tête-à-tête dans la Freedom House, dans laquelle nous entrons après une mêlée rugueuse avec les services de sécurité nord-coréens qui poussent Stephanie Grisham, alors porte-parole de la Maison-Blanche, à s'interposer. Il est d'abord question de la dramaturgie du moment, beaucoup plus que du fond, démontrant s'il en était besoin qu'il a compris ce à quoi son interlocuteur était sensible. Kim Jong-un en rajoute. Certains pensent que cette rencontre avait été arrangée par le biais des lettres que vous m'avez envoyées. Mais j'ai moi-même été surpris hier matin lorsque vous avez exprimé la volonté de me rencontrer ici et lorsque nous avons reçu la confirmation officielle hier après-midi. Le président américain apprécie. Il revit la scène, s'attarde sur les détails pour donner plus de poids à cette rencontre vraiment historique. C'est un honneur que vous m'ayez demandé de franchir cette ligne. Je pensais que vous alliez peut-être le faire, je n'en étais pas sûr, mais j'étais prêt. Trump raccompagne son interlocuteur jusqu'à la ligne qui sépare les deux Corées. La séquence est terminée. Au-delà de la promesse extrêmement vague et qui ne se matérialisera pas, une reprise des discussions d'ici 2 à 3 semaines, aucune avancée. Fallait-il profiter d'un moment pareil pour négocier en amont, une concession même symbolique, décrocher un calendrier de travail? Pour Donald Trump, qui ne cache pas son mépris pour les négociations techniques, l'essentiel est ailleurs. La puissance de l'image efface tout le reste, relègue au second plan la dure réalité, la menace que représente une Corée du Nord dotée de l'arme atomique. À ses yeux, cette journée a été une réussite de bout en bout. Il a mené toute la séquence à sa guise, a veillé à ce qu'elle soit placée dans une lumière maximale. Ce dimanche 30 juin 2019 est un très grand moment de télévision qui se suffit à lui-même.
peu importe si les grands progrès vantés avec assurance sur la ligne de démarcation ne s'appuient sur rien de tangible. Dans son livre à succès, The Art of the Deal, publié en 1987, il vantait déjà l'emphase, quitte à tordre le cou à la réalité. Les gens ne pensent pas toujours en grand, mais ils adorent ceux qui le font. C'est la raison pour laquelle un peu d'hyperbole ne fait jamais de mal. Les gens veulent croire qu'une chose est la plus grande, la meilleure, la plus spectaculaire. J'appelle cela l'hyperbole sincère. C'est une forme innocente d'exagération et une forme redoutablement efficace de promotion. Lorsqu'il salue les troupes américaines, quelques heures plus tard, sur la base américaine d'Osan, en Corée du Sud, la satisfaction du showman qui vient de réussir un coup se ressent dans chacun de ses mots. Il s'excuse d'être en retard. La raison, j'ai rencontré Kim Jong-un et raconte triomphant le pari du tweet. Un truc vraiment puissant, ces réseaux sociaux. J'ai marché en Corée du Nord, nous avons franchi la ligne et puis nous avons fait demi-tour. Tout le monde était tellement content. Et j'ai vu que beaucoup de gens, des Coréens, étaient en larmes. Ils pleuraient parce que c'était énorme. À bord d'Air Force One, sur le chemin du retour vers Washington, pas un mot. Il ne viendra pas nous voir à l'arrière comme il le fait parfois. Il savoure. 2 semaines plus tard, la photo où on le voit franchir la ligne de démarcation sous l'œil attentif de Kim Jong-un figure en bonne place dans les couloirs de la West Wing. Voilà donc pour cet extrait, ce passage du livre qui donc reflète bien à notre sens à la fois le culot, le sens du show, le sens de la foule, le sens du moment de Donald Trump, et puis en même temps, et parce qu'on le voit clairement, un dossier nord-coréen sur lequel, en dépit de 3 face-à-face, de 2 sommets et une rencontre qu'on vient de relater, sur lequel les lignes on peut ou pas du tout bouger. Voilà, si vous maintenant de passer aux questions, on est évidemment en toute forme d'interrogation sur ce personnage hors norme. Oui, j'ai beaucoup de questions là, donc j'ai pris des notes. En tout cas, merci Jérôme pour la lecture de ce passage enfin, ça donne envie de lire le livre encore plus parce que c'est très bien écrit. Merci à tous les deux. Et surtout, ça fait thriller un petit peu. Hein. C'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'était un moment historique, cette rencontre entre la Corée du Nord et les États-Unis. Enfin, c'est depuis 1949 ou 53 que ça n'a pas eu lieu. Donc voilà. Alors, quelques questions. Tout d'abord, ce qui vous a impressionné le plus pendant ces 4 années de présidence Trump, est-ce qui vous a impressionné le plus, alors soit dans le style de Trump, parce que je crois que vous avez mentionné que vous avez suivi Obama tous les deux, donc une comparaison peut-être, la question c'est peut-être le style de Trump par rapport au style du président précédent. Qu'est-ce qui vous a donc impressionné et dans l'Amérique, est-ce que vous avez vu dans ces 4 années, surtout si vous avez suivi le président Obama avant, est-ce que vous avez vu une évolution qui explique cette Amérique de Trump voilà, si vous trouvez une explication. Alors, entre les 2 hommes, ce n'est pas une vraie révélation que de dire, évidemment, c'est difficile à imaginer que le style est radicalement différent. Et le style, notamment, ce que je trouve très frappant, c'est le style à la Maison-Blanche, parce que quand on parle du président américain et du pouvoir américain, on a évidemment en tête d'énormes machines, la puissance du gouvernement fédéral, la taille des États-Unis, la place des États-Unis dans le monde. Mais il faut comprendre que la Maison-Blanche et la présidence, ça commence comme tous les cercles de pouvoir, par un petit cercle. C'est-à-dire qu'au sein de ce qu'on appelle donc la West Wing, là où travaille le président, là où se trouve le bureau ovale, il y a quelques dizaines de collaborateurs. Il y a des journalistes aussi qui sont là. Et ce premier cercle-là, c'est vraiment le président qui donne le ton sur la manière de se comporter avec les gens, le style de présidence qu'il veut donner, l'image qu'il veut donner. Et là, la différence est flagrante. C'est-à-dire que dès son arrivée, Donald Trump installe une présidence assez dysfonctionnelle. Pour la raison, beaucoup a été écrit sur ce chaos de la Maison-Blanche. Mais pour une raison simple, c'est que Donald Trump a beaucoup de mal à travailler en équipe. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a un turnover extrêmement rapide au sein de la Maison-Blanche. Soit les gens sont remerciés, que ce soit des gens au niveau des ministres, soit des gens de son entourage proche, de Chief of Staff, soit les gens partent parce qu'ils sont en désaccord profond avec le fond, mais aussi avec la manière de fonctionner. Et c'est assez frappant de voir le nombre d'anciens collaborateurs, d'anciens ministres de Donald Trump avec lesquels il est fâché à tout jamais. C'est-à-dire que souvent, une fois qu'un ministre part, la première action de Donald Trump, ça va être de l'humilier, de l'attaquer, de l'humilier,
en disant de toute façon c'était un nul, c'était un tocard, j'aurais dû m'en séparer avant. Et cette scène-là s'est répétée à l'infini. Avec Barack Obama, évidemment, c'était tout l'inverse. Au-delà des prises de position politiques, simplement, il a généré autour de lui une vraie fidélité. Il y avait un vrai cercle protecteur, entre guillemets. Et au cours des 8 années qu'il a passé au pouvoir, il y avait bien sûr une rotation, à la fois au niveau gouvernemental et dans son équipe, mais ces gens-là sont restés des fidèles, des inconditionnels. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec tous les présidents, en tout cas dans l'histoire moderne. Il y a des inconditionnels de Ronald Reagan, bien sûr, du gouvernement républicain, des inconditionnels de Jimmy Carter, de Bill Clinton. Il y en a peu de Donald Trump, au sens de gens ayant travaillé avec lui, proches, et puis ensuite allant répandre la bonne parole ailleurs. Donc, je dirais que c'est un contraste frappant, ne serait-ce que dans la manière de travailler, et la manière de travailler en équipe, si on garde à l'esprit que être président des États-Unis, c'est d'abord donner le tempo dans une petite équipe qui se trouve au sein de la West Wing. Une question de l'Alliance française donc de Boston. Comment se manifeste le pour ou anti-Trump au sein du public français? Les opinions sont-elles aussi tranchées? On n'est pas très bien placé pour répondre parce que nous sommes aux États-Unis et l'écho qu'on a de la France, on en a un tout de même. C'est par rapport aux commentaires qui peuvent accompagner nos articles. D'abord, on va commencer de dire une chose évidente, mais il faut la rappeler. Il y a une curiosité insatiable pour Donald Trump. Le mot Donald Trump dans un titre est une assurance de lecture. Il faut le savoir. Il faut résister aussi à ça. Il y a vraiment une énorme curiosité qui tient à la fois au public qui est anti-Trump et qui veut trouver dans les articles de quoi nourrir son ressentiment ou tous les mauvais sentiments qu'il peut éprouver à l'égard du président des États-Unis. Et puis, il y a quand même aussi une partie en France de personnes qui se retrouvent dans ce président, dans le populisme qu'il dégage. Donc, ces deux publics qui sont tout à fait aux antipodes l'un de l'autre fait qu'il y a une grosse curiosité. Mais il y a tout de même un sentiment très négatif qui est mis en évidence par des enquêtes régulières du Pew Research Center, par exemple, qui montrent qu'il y a eu un très net décrochage dans l'image du président, l'image des États-Unis en Europe et en France notamment. C'est encore plus marqué en Allemagne, alors que c'est un pays qui traditionnellement avait des liens très étroits avec les États-Unis. Et finalement, quand on regarde la courbe de l'image des présidents et des États-Unis sur les 10 dernières années, on a un premier décrochage qui se manifeste avec George W. Bush et la guerre d'Irak, l'invasion de l'Irak et ce qui s'ensuit. On a une reconquête de cette image et de l'opinion, encore une fois, indépendamment des politiques suivies, avec l'élection de Barack Obama. Et puis on replonge en 2016 avec l'élection de Donald Trump. Et depuis, la pente est descendante. Pendant les 4 années, il n'a cessé de voir son image s'effriter et se détériorer, entraînant aussi celle de son pays. Alors, j'ai quelques autres questions qui sont arrivées dans le chat, mais je vais quand même poser une question qui est arrivée avant ces questions-là, en direct. Vous parliez tout à l'heure, Jérôme, vous avez mentionné dans la lecture que Donald Trump sent la foule, connaît la foule, etc. Et donc, la question, c'était, mais est-ce que ce n'était pas le cas aussi de Bill Clinton, qui sentait la foule, qui allait vers la foule? Est-ce qu'on peut comparer ou est-ce qu'on ne peut pas comparer parce que leur manière de sentir la foule, entre guillemets, est différente? Et toujours dans la même question, vous avez aussi mentionné la puissance de l'image. Est-ce que c'est parce que Trump a un background donc, de commercial, finalement, et qu'il sait que l'image est très importante comme vous avez d'ailleurs vous-même, Jérôme, vous avez un compte Instagram très bien alimenté avec de très jolies photos et très intéressantes du fait que vous suivez Trump. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions et puis je poserai les deux autres encore derrière? Alors, la comparaison avec Bill Clinton, la comparaison est vraie en ce sens que Bill Clinton, effectivement, avait cette espèce de charisme, de magnétisme, si on veut, avec la foule. Et que Donald Trump en a un aussi. Je dirais simplement que, donc oui, on peut elle s'arrête, ceci étant, assez vite dans la manière de faire, c'est-à-dire dans la manière de converser avec la foule. Donald Trump va très loin. Le meeting de campagne, c'est son lieu préféré, c'est son lieu de conquête du pouvoir. On le voit en ce moment, évidemment, c'est très intéressant. On est dans la toute dernière ligne droite. Il reste 8 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il l'avait fait en 2016,
il a fait 3 meetings aujourd'hui. J'étais en déplacement avec lui ce week-end. Il en a fait 3 samedi. À la suite, il faut voir l'énergie qui est dépensée dans un meeting. C'est assez spectaculaire quand même. Et voilà, la différence quand même, c'est qu'il le fait de manière beaucoup plus… Le style de la Trump va être beaucoup, en meeting en particulier, va être beaucoup plus agressif, va être beaucoup plus moqueur, va être beaucoup plus… c'est un spectacle, c'est un vrai spectacle. Et les gens viennent un peu pour voir quelle ligne rouge il franchira cette fois-ci. Et le pouce d'ailleurs. La foule est là en se disant… Et si aujourd'hui il allait encore un peu plus loin, s'il était encore plus agressif, aujourd'hui il a traité Joe Biden de pathétique, il va chaque jour un peu plus loin dans ses attaques. Et donc il y a cette espèce de surenchère permanente dans un meeting de campagne qu'on peut vraiment appeler un show de Trump, qui n'était pas de la même nature avec Bill Clinton. Mais c'est vraiment c'est son univers et c'est là, et quand on le voit de près, on se rend compte, c'est là où il est bien en quelque sorte. C'est là où il a tous les outils à sa disposition. Et oui, il sait lire la foule. Il y a quelque chose d'assez intéressant quand on le voit souvent. Il essaye des nouvelles lignes, si on veut, des nouvelles phrases, et il voit si elles marchent. Et donc, par exemple, là, une des plus récentes, c'est après qu'il ait eu le Covid, comme sa femme Melania et comme son fils Baron. Maintenant, il en parle systématiquement. Il parle de son fils. Il raconte l'histoire. Alors, elle devient de plus en plus caricaturale, mais donc, il aime bien inventer des dialogues, par exemple. Donc là, il explique que le médecin est venu le voir et lui a dit « Monsieur le Président, votre fils a le Covid ». Et puis après, il rajoute… Et puis 15 secondes après, il est revenu, il m'a dit « Votre fils n'a plus le Covid ». Voilà. Et donc, c'est ce genre de dialogue, évidemment inventé, mais qui lui permet pour dire les jeunes ne craignent rien, etc. Donc, il l'a essayé une première fois, il a fait une version courte. Et puis maintenant, on le voit dans tous les meetings. Il développe cette version-là en un peu plus long. Donc, il a une capacité, il regarde, si ça mord, si ça marche, il reprend la phrase et il la développe un peu plus. Et donc, par rapport à l'image, est-ce que vous pensez que le fait qu'il utilise beaucoup l'image, vous avez parlé de la puissance de l'image tout à l'heure quand vous avez lu, est-ce que c'est parce qu'il a cette formation aussi en bien sûr, professionnelle? Ces années de télé-réalité, bien sûr, c'est une formation exceptionnelle qui a été un atout pour lui à 2 égards. La première, c'est que c'était une figure familière aux États-Unis sur les écrans. Et ça, c'est très important au moment. Il dit toujours qu'il s'est lancé en politique tard, qu'il a été candidat une fois au poste suprême et qu'il a été élu, ce qui est vrai. Il a été une seule fois candidat, c'est pour la Maison-Blanche, et il a été élu en 2016. Donc, une forme de reconnaissance du visage et du style. Et puis 2, il a appris une méthode, un style, une façon encore une fois, assez agressive, mais également une manière de rebondir, d'extrapoler. On lisait le passage tout à l'heure sur alors il appelle ça une espèce d'hyperbole un peu innocente. Je ne crois pas qu'elle soit aussi innocente que ça, mais en tout cas, cette façon en permanence d'utiliser des superlatifs et de surdimensionner à la fois sa personne et sa présidence, c'est clairement des choses apprises pendant ces années de télévision. Ce qui est impressionnant, c'est son efficacité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une communication assez rudimentaire finalement. Il se sert de son compte Twitter, il pose des messages avec une orthographe, une syntaxe souvent approximative. Et pourtant, ça marche, et ça marche très bien. Et quand on allie cette simplicité extrême et l'énergie qu'il a, qui fait qu'il peut tweeter au milieu de la nuit, très tôt le matin, tout le temps, enfin en permanence, il arrive à mettre le pays sous tension. Quand on compare avec Obama, ce qui était très intéressant, c'est qu'avec Obama, c'était la découverte des réseaux sociaux, et son équipe préparait des interventions très sophistiquée, très calculée, très construite. Et là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment la communication politique dans sa plus simple expression, mais portée par cette énergie dont parlait Jérôme. Et ça produit un résultat assez incroyable, puisque c'est quelqu'un qui, avec par la force de son téléphone, est parvenu à mettre un pays sous tension pendant plus de 4 ans, puisqu'il est entré en politique en juin 2015. Oui, j'ai 2 ou 3 amis journalistes américains qui mentionnent que leur anxiété, c'est de se dire que pendant qu'ils tentent de dormir un petit peu la nuit, le président va donc tweeter et que quand ils vont se réveiller, ils vont devoir gérer la réponse au tweet, etc. Donc, c'est intéressant ce que vous dites là. Alors, une question de Damien. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va avoir une influence à long terme sur la façon dont les politiciens américains interagissent avec le public? Et ça rejoint un peu ce que vous venez de parler, dont vous venez de parler, mais peut-être que vous voulez ajouter sur Twitter, langage direct, etc. Est-ce que les autres présidents, les prochains présidents vont devoir changer leur manière d'interagir?
Il va laisser un héritage, mais ça dépend aussi du sort de l'élection du 3 novembre. C'est-à-dire que s'il y a une lourde défaite derrière, ça va relativiser l'acquis de sa présidence. Mais qu'il laisse une trace, ça c'est évident. Et puis d'ailleurs, il peut être réélu, donc c'est aussi une possibilité. Mais effectivement, cette façon de faire de la politique, cette façon de faire de la politique à la jugulaire, c'est-à-dire vraiment d'être à l'attaque sans aucune réserve, sans aucune limite, il a montré que ça pouvait être payant. Il faut se souvenir qu'il avait commencé sa campagne en attaquant John McCain, qui était quand même une idole républicaine, une figure vraiment du commandeur, si on peut dire. Et je me souviens très bien que lorsqu'il avait lancé ses attaques contre John McCain, on avait tous réagi en se disant, voilà, la campagne Trump lancée en juin s'arrêtera en juillet. Et puis, on avait été surpris parce que non, c'est ce qui il avait fondé sa campagne sur cette capacité à repousser les limites. Donc, cet héritage-là devrait être repris. En tout cas, de nombreux responsables politiques l'ont en tête aux États-Unis, mais pas seulement, dans le monde également. Puisqu'il y a, il y a parfois l'idée que, pardon, Sarah, cette idée que dans l'hypothèse où il serait battu, à partir du 20 janvier 2021, date à laquelle Joe Biden arriverait à la Maison-Blanche, tout changerait. C'est-à-dire qu'on referme la parenthèse et on n'en parle plus. C'est une idée qu'on voit beaucoup en Europe notamment. Enfin, cette idée que ça y est, pour les anti-Trumpistes en tout cas, c'était une telle parenthèse. On la referme et c'est terminé. C'est une idée un peu naïve quand même parce qu'effectivement, d'abord, il a des disciples, si on veut, aux États-Unis, bien sûr. Il en a un peu à l'étranger aussi. Il y en a qui ont suivi ce modèle-là. On pense par exemple au président brésilien Bolsonaro qui se revendique très, très ouvertement de Donald Trump, qui lui dit, il était venu le rencontrer à la Maison-Blanche, il lui avait dit son admiration en tout point pour tout ce qu'il faisait. Donc voilà, il a ouvert des voies, si on peut dire. On verra quelle sera la suite de ceux qui suivent ce chemin-là, mais encore une fois, l'idée d'une parenthèse proprement, définitivement refermée semble un peu réductrice. Justement, à propos d'influence sur les personnes dans le monde, j'ai une question de David Henzel, un de mes étudiants. Est-ce que les Français qui soutiennent Le Pen aiment Donald Trump? Oui, ils le soutiennent parce qu'ils partagent certaines des bases du Trumpisme. Par exemple, le ressentiment vis-à-vis des élites, élites intellectuelles, voire élites économiques. Donc ça fait partie d'un socle commun. Détestation aussi d'une partie de la presse mainstream, considérée comme biaisée, de parti pris. Après, sur le programme et les idées, il y a des variations, mais on retrouve aussi sur l'immigration, évidemment, beaucoup de points communs, sur le regard porté sur l'islam également, porté sur l'étranger, et l'idée d'une Amérique d'abord, d'une Amérique forteresse, c'est une idée qu'on retrouve aussi en France, avec cette idée de frontière aussi, qui est martelée par une partie de l'extrême droite française. Alors, quelques questions justement sur l'écriture, sur le procédé d'écriture que vous avez donc tous les deux entrepris. C'est une écriture à deux voix, hein, donc polyphonique, mais à deux voix. J'ai bien aimé, Gilles, vous avez parlé de phrases compliquées et la manière dont vous parlez ça, je suis en train de relire Proust, hein, donc ça m'a évoqué certaines phrases très longues de Proust. Alors, est-ce que c'était en quelque sorte entre Proust et Tweet, ou est-ce que c'était entre Proust et Normal Sup, ou est-ce que c'était comment qualifieriez-vous, comment vous avez fait? Parce que j'aimerais en savoir un peu plus là sur vous écriviez par exemple un passage et vous l'envoyez à Jérôme, ou Jérôme écrivait quelque chose et vous l'envoyez, vous complétiez. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre... Alors, c'est très simple. D'abord, on avait un Google Doc, on avait un document commun qui nous permettait de quasiment voir en direct ce que l'autre écrivait. Non, voilà, l'idée, c'était de découper en plus petites parties possibles, si on veut, pour pas se laisser enfermer en disant, voilà, dans tel chapitre sur Donald Trump a du talent ou les limites de Donald Trump, on va découper en une dizaine de sous-parties, chacun travaille dans son coin, et puis on les mettait en ligne et on se relisait. Ce que ça demande, et ça s'est bien passé, je ne sais pas si c'est grâce au Grand Canyon, mais ce que ça demande, c'est beaucoup de franchise quand même, parce que la difficulté, par définition, c'est que si on reçoit quelque chose de l'autre et qu'on trouve que c'est soit trop long, soit trop court, soit à côté, parce que parfois, il faut se rappeler qu'on a aussi notre quotidien de journaliste où on écrit des papiers toute la journée, donc parfois on peut partir sur des pistes qui sont trop près du sujet. Il faut avoir la capacité de le dire très clairement, c'est-à-dire de dire
écoute, tu sais quoi, ce passage, on pourrait peut-être l'enlever finalement. Alors, si le ton est donné dès le début, ça marche assez bien, d'abord parce que ça marche dans les deux sens, bien sûr. Mais je crois que c'était ça un peu quand même la clé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire c'est pas terrible, ou alors je trouve qu'on est un peu loin, mais je ne vais pas le mentionner parce que ça va froisser l'autre. Donc voilà, on avait instauré cette forme de ton assez direct qui permettait de fonctionner assez bien. Puis il y a une deuxième étape que Gilles a mentionné rapidement, c'est les relectures. Pour ce qui me concerne, c'est la première fois que je me lançais dans un livre. Et la relecture, c'est un processus absolument passionnant parce qu'on l'a fait relire notamment à des gens dont on pensait qu'ils auraient un regard à la fois, un regard acéré sur le manuscrit. Et c'est très intéressant d'avoir des retours en nous disant, écoutez, voilà, l'ensemble est bon, mais il y a telle chose qui me gêne systématiquement. Alors parfois, on a repassé tout le texte au peigne en essayant d'enlever un certain nombre de choses qui étaient souvent superfétatoires ou qui étaient un peu se méfier aussi, par exemple, de propos ou de petites incises inutilement moqueuses ou des choses comme ça. Donc le processus de relecture qui a commencé pour nous un peu au moment du début de la pandémie, donc on travaillait depuis chez nous pour l'essentiel, et ça a été un processus très riche aussi, où vraiment on reprenait, et c'est là où on a aussi, voilà, on a coupé des parties, on a inversé des chapitres, enfin, donc ce processus-là était vraiment, vraiment riche. Alors, une question de Paul Deibel. Est-ce qu'il y a des commentaires sur M. Trump faits par les politiciens français d'extrême droite? Est-ce que vous avez des petites phrases, par exemple? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de petites phrases, mais en tout cas, lorsqu'il a été élu, il y a eu des commentaires très, très, très flatteurs faits par Marine Le Pen et des critiques très virulentes de l'ambassadeur de France à Washington à ce moment-là qui avait sur Twitter parlé de la fin d'un monde, ce qui était factuellement correct, puisqu'effectivement, quelqu'un qui remettait en cause l'alliance transatlantique, c'était quand même assez nouveau de voir ça à Washington. Mais depuis, non, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que Donald Trump n'apprécie pas l'Europe. C'est un euphémisme et a une relation très, comme toujours, très contractuelle avec le président français, Emmanuel Macron, ce qui peut l'amener à être très chaleureux avec lui lorsqu'il pense que ce que fait Macron sert ses intérêts à lui, ou être au contraire très agressif quand il pense l'inverse. Et pour l'extrême droite française, parfois ça peut être un peu difficile de s'aligner sur un président américain contre des positions françaises. Justement, alors à propos de l'Europe, une question de Barbara de l'Alliance française de Boston. Trump a créé un nouveau normal d'agressivité, d'absence de respect de toute décence dans ses échanges politiques. La barre est-elle descendue à jamais pour l'avenir aux États-Unis? L'Europe regarde-t-elle ce phénomène avec effarement, toujours, et où en est-elle épargnée au sein de ses propres interactions politiques, parce qu'elle pense, entre guillemets, ça n'arrivera jamais chez nous? Question. Alors, est-ce que l'Europe est effarée? Oui, enfin, Gilles faisait référence tout à l'heure aux enquêtes, notamment du Pew Research Center. Enfin, enquête après enquête, on voit bien qu'il y a une espèce de… Le rejet de Donald Trump est très fort en Europe occidentale, c'est certain. Quel est l'impact sur à la fois, je crois qu'il y a deux questions là-dedans, sur la relation, l'avenir de la relation transatlantique et ce qui peut s'aimer en Europe en quelque sorte. Sur l'avenir de la relation transatlantique, ce qu'il y a de certain, c'est que Donald Trump a amené quelque chose avec un style beaucoup plus brutal, cassant, moqueur, tout ce qu'on veut, mais il y avait un mouvement entamé bien avant lui. Barack Obama est un président qui s'est assez peu intéressé à l'Europe. Il n'avait pas du tout cette hostilité vis-à-vis de l'Europe qu'affiche Donald Trump, mais il s'y est assez peu intéressé. Le cœur de sa doctrine de politique étrangère, c'était le pivot vers l'Asie. C'était vraiment en disant, voilà, c'est vers ces pays-là, vers tous ces nouveaux pays émergents en Asie qu'il faut se tourner avec leur jeunesse, avec ces nouvelles puissances qui émergent. Et il s'est intéressé à l'Europe que très tard, sur les 2 dernières années de son deuxième mandat, où il s'est rendu compte que peut-être il fallait travailler un peu plus ces liens-là. Donc, l'idée d'une Europe qui se retrouve, comment dire, qui doit apprendre à peut-être se prendre un peu plus en charge en quelque sorte et à pas toujours attendre
cette protection ou de l'Amérique. C'est une idée qui remonte à plus longtemps que ça et que Barack Obama lui-même avait poussé. Alors, Donald Trump l'a fait de manière plus caricaturale, plus violente aussi, bien sûr, avec des propos souvent extrêmement cassants. Et puis, il y a une différence aussi, c'est que Donald Trump n'aime pas l'idée même de la construction européenne, de l'Union européenne. C'est évidemment pas quelqu'un qui aime le multilatéralisme. Et donc, c'est très frappant. On l'a vu notamment au moment du Brexit. Il sautait de joie en disant vive le Brexit, enfin, même s'il a dit beaucoup de choses un peu contradictoires sur ce thème. L'idée de pays qui se mettent ensemble et qui essayent de fonder quelque chose, ce qui est le cœur du projet européen, c'est une idée qui en soi lui déplaît. Gilles, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors l'Europe n'est pas monolithique face à Donald Trump, parce qu'il y a quand même une partie de l'Europe, les pays qu'on dit illibéraux, qui ont trouvé un allié précieux en la personne de Donald Trump, la Pologne et la Hongrie. Aujourd'hui, Viktor Orban est le seul dirigeant européen à soutenir la réélection de Donald Trump. Donc ça, c'est en Pologne que Donald Trump a fait sa première visite hors Bruxelles, OTAN, qui sont plutôt communautaires et qui renvoient à l'Alliance nord-atlantique. Et donc, il y avait un regard porté vers des pays qui, s'il était battu, perdraient cet accueil favorable et ce soutien dont ils savent pouvoir compter au sein de la Maison-Blanche et à Washington. Et sans doute, ça pourrait renforcer la main de ceux qui trouvent à Bruxelles que la Pologne ou la Hongrie prennent un peu trop leurs aises avec les valeurs que l'Union européenne est censée véhiculer. Je crois j'ai lu un article dans ce sens ce matin, justement, sur la Pologne en particulier, avec la loi sur l'avortement, quelque chose comme ça. Une question de John Viking. L'Amérique de Trump vous étonne-t-elle toujours ou est-ce que vous vous êtes habitué à la fin? Alors, la question, c'est est-ce que c'est Donald Trump ou l'Amérique de Trump? L'Amérique de Trump. L'Amérique de Trump. L'Amérique de Trump, comment dire, elle existe, son socle électoral existe, il est toujours... l'idée qu'il y a un socle trumpiste, c'est une idée qui reste 4 ans plus tard, évidemment, d'actualité. On le voit encore une fois quand on se déplace dans les meetings. La foule est toujours là, c'est incontestable, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes. Donc l'enthousiasme d'une partie de l'Amérique, d'un peuple trumpiste est toujours intact. La question, évidemment, c'est quelle est sa taille exactement? Et c'est la question qui se pose pour le 3 novembre. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir s'il y aura un rejet massif de Trump. Il y aura une base électorale qui sera derrière lui et qui est toujours là. Est-ce qu'elle va fondre un peu à la marge? Mais c'est les marges qui font les élections présidentielles, particulièrement aux États-Unis, avec le système du collège électoral. Donc c'est cette question-là vraiment qui se pose. Et ça renvoie à une question qu'on évoque dans le livre, qui est est-ce qu'il peut y avoir une forme de lassitude de Donald Trump? Après tout ce show dont on parlait tout à l'heure, qui est un show un peu assommant, permanent, hein. C'est lui-même qui le revendique. Il dit qu'il faut être 24 heures sur 24, il faut être omniprésent et enchaîner les polémiques si nécessaire, mais être omniprésent. Est-ce qu'au bout d'un moment, il y a une forme de fatigue? C'est-à-dire que au départ, c'est tout feu, tout flamme, c'est drôle aussi, c'est un spectacle. Est-ce que 3 ans, 4 ans de spectacle comme ça peut user une partie de l'électorat? C'est ce que semble dire un certain nombre de sondages quand même, où on voit, enfin, la plupart des sondages aujourd'hui. Alors, il y aura la question de la mobilisation démocrate, mais il y a vraiment cette question d'une fatigue, d'un rythme tellement haché, tellement agressif en permanence, même s'il a avec lui son lot même s'il est entertaining, comme on dit, même s'il a quelque chose de drôle à suivre. Et on voit c'est difficile à quantifier, mais on voit quand même un signal intéressant, par exemple, c'est les tweets de Donald Trump. Ses premiers tweets, les premières semaines, les premiers mois, chaque tweet était disséqué, faisait l'objet d'une attention extraordinaire. Aujourd'hui, beaucoup de tweets passent presque inaperçus, sauf s'il y a vraiment une nouvelle outrance, mais il arrive des matins, notamment les dimanches matins, souvent où il a l'air de s'ennuyer un peu. Parfois, il fait 10, 20, 50, 100 tweets et on voit que plus personne y prête vraiment attention parce que c'est un peu la même chose. C'est un peu Donc, on ressent, même si on ne peut pas le mesurer avec une précision mathématique, on ressent une forme quand même de lassitude de l'Amérique vis-à-vis de ce style. Ce qui est très impressionnant, c'est que lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il a eu
un état de grâce qui a duré quelques heures seulement, et puis très vite, le regard porté sur son travail, sur son job approval, est devenu négatif, et il l'est resté pendant tout son mandat. Et ça, c'est une première dans l'histoire des États-Unis, pour ce qui concerne les présidences récentes, pour lesquelles on dispose des chiffres des instituts de sondage. Alors, il est resté totalement négatif pour toute la totalité de ce mandat, et en même temps, il n'a pas décroché. Il n'y a pas de fluctuation massive, quelles que soient les circonstances. On l'a vu avec l'épidémie. En mars, pendant 2 semaines, il a un comportement assez rassembleur. Il se présente comme président partant de guerre. Son job approval atteint les sommets. Il reste sous la barre des 50%, mais il s'améliore. Et puis après, il repart dans cette volonté forcenée de vouloir réouvrir le pays à toute force pour Pâques. Et puis il prend ses aises avec ses experts scientifiques et ça redécroche. Mais il n'y a pas eu un effondrement. Il n'y a pas eu un effondrement du regard porté sur lui. Il est resté avec son socle qui va dans les mauvais jours à 40%, dans les bons jours à 44, 45, 46%. Il est resté dans cette fourchette sans jamais s'en écarter, ce qui est une preuve de force, mais aussi de faiblesse parce qu'il n'a pas cette capacité à étendre son emprise sur les électorats. Oui, juste un point là-dessus, et c'est un point sur lequel on insiste beaucoup dans le livre, c'est son incapacité à rassembler, enfin en tout cas son absence totale de volonté d'essayer de se poser en rassembleur, et qui est un rôle quand même qui est un rôle assez classique dans la présidence américaine, c'est-à-dire à un moment, pas tout le temps, mais à un moment, évidemment tout le monde a en tête l'image de George W. Bush après les attentats du 11 septembre, les Américains sont assez prompts à se rassembler autour du drapeau, à se rassembler en temps de crise, probablement beaucoup plus que dans beaucoup de pays occidentaux. Il n'a jamais voulu endosser ces habits-là. C'est extrêmement frappant. On raconte une scène qui est assez étonnante. La première fois que je l'ai vu à la Maison-Blanche, moi, et la première fois qu'il a mis les pieds à la Maison-Blanche, c'était quelques jours après son élection. Barack Obama l'a invité dans le bureau ovale, comme suivant la tradition, pour avoir une première discussion, une discussion avec lui. Ça restera la seule d'ailleurs. Et puis ensuite, ils ont accueilli un petit groupe de journalistes dans le bureau ovale pour répondre à quelques questions. Et à ce moment-là, Donald Trump était impressionné. Il a parlé de son respect pour Barack Obama, ce qui manquait quand même pas de piquant quand on sait à quel point il a alimenté pendant des années une théorie conspirationniste sur le lieu de naissance de Barack Obama. Et donc, à ce moment-là, il était impressionné. Il a parlé de son respect, de la fonction. C'est vrai que le bureau ovale est un lieu impressionnant. Et on s'est dit, on était un petit groupe de journalistes, on s'est dit à ce moment-là, et s'il changeait? Et si, à partir du moment, c'était la théorie de plusieurs analystes, à partir du moment où il va arriver dans ce bâtiment, qu'il va prendre ses fonctions, il va changer de ton. Après tout, c'était une campagne. C'est le seul moment où j'ai eu ce sentiment-là. Le lendemain, il a commencé à retweeter, et à aucun moment depuis, on a vu une volonté de sa part de dire j'endosse, je suis un politique, certes, je suis un républicain, mais j'endosse des habits présidentiels parce que les circonstances exigent. L'exemple le plus frappant, c'est évidemment celui de la pandémie. Une deuxième question de Damien. Quelle est la position, si vous la savez, des USA, donc de Donald Trump, sur la Turquie et sur Erdogan, à la lumière des événements les plus récents, notamment le navire de découverte sismique dans les eaux grecques et la polémique avec le président Macron? Est-ce qu'il en a parlé? Pour la polémique concernant Emmanuel Macron, non. À ma connaissance, il n'en a pas parlé. Et pour les tensions, effectivement, entre la Turquie, la Grèce et l'Europe, ça ne fait pas vraiment partie de ses centres d'intérêt. Donc, sur des sujets comme ça, parfois, avec les briefings de sa porte-parole, on a des éléments de langage qui sont très classiques de la diplomatie américaine sur le rapport aux alliés, et on se retrouve en terrain connu. Mais lui, spontanément, c'est pas ce qu'il va faire, surtout si ça concerne quelqu'un pour lequel il a une curiosité, un intérêt, et c'est notamment le cas avec Recep Tayyip Erdogan. On se souvient que lorsque il y a eu cet épisode de retrait américain du nord-est de la Syrie, où il y avait des forces spéciales déployées, les Turcs voulaient lancer une offensive contre des Kurdes
qui s'était retrouvé allié avec les Américains pour lutter contre l'État islamique, mais que les Turcs considèrent comme des terroristes. Et Trump a essayé d'empêcher cette offensive. Et les mots qu'il employait vis-à-vis d'Erdogan, il lui avait envoyé une lettre incroyable. Lorsque cette lettre avait été publiée, avait fuité, on s'était demandé, enfin Jérôme, tu te souviens, si c'était un canular, si c'était vraiment un texte de Donald Trump, parce qu'il lui disait, en gros, fais pas de bêtises, fais pas l'imbécile, voilà. Et donc, Erdogan, parce que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a un style politique très tranchant, qui va aussi lui aussi dans l'agressivité. C'est quelqu'un qui intéresse Trump, et donc ça le pousse d'autant moins à adopter une attitude classique sur un dossier comme celui-là. Intéressant. Une question de Stéphanie, parce qu'il y a eu beaucoup de livres récemment qui sont sortis aussi sur Donald Trump. Il y a eu le livre de John Bolton qui a raconté, et puis le livre maintenant de sa nièce Mary Trump. Et donc Stéphanie pose la question de savoir qu'est-ce que vous pensez du livre de Mary Trump? Est-ce qu'on peut croire ses affirmations? Alors, moi je pense qu'il n'y a pas de révélation fracassante dans ce livre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une pièce de plus dans un puzzle qui décrit donc un fonctionnement chaotique, mais surtout aussi un homme très seul quand même. Et c'est ce qui est assez frappant dans cette présidence Trump, auquel on le voit parce que finalement on l'évoquait tout à l'heure, il n'a pas vraiment d'entourage proche. Il a probablement la personne la plus proche dont il parle beaucoup, c'est sa fille Ivanka Trump et son gendre Jared Kushner qui sont assez présents. Mais donc le livre de sa nièce vient renforcer encore cette impression d'un président seul, méfiant, qui est un peu aux abois en permanence et qui a du mal à construire en quelque sorte des relations de travail apaisées, saines, constructives. Clairement, c'est une pièce de plus à ce puzzle-là qui s'est dessiné sur les 4 années de mandat. Gilles, quelque chose à ajouter? Oui, cette solitude, elle est assez impressionnante, effectivement. Et effectivement, la famille Trump est assez shakespearienne, sous bien des aspects, avec son frère décédé après des complications, des relations compliquées avec l'alcool, ses enfants aussi, avec lesquels il a des relations pas très simples, enfants successifs, de mariages successifs. Ça renforce aussi l'idée d'ogre que véhicule Donald Trump. Alors, il y a sa stature, il y a son style, mais aussi c'est quelqu'un qui est tellement rempli de lui-même que finalement tout ce qui l'entoure ne doit servir qu'à une fin. En tout cas, c'est l'impression qu'il dégage, c'est que la fin, c'est lui, quoi. Et donc tout doit tourner autour de lui et tout doit se plier à ses volontés et à ses désirs. Et oui, c'est assez... c'est un personnage théâtral, de cet aspect. Trois petites questions, mais je vais commencer peut-être pour terminer. Une question qui s'adresse à vous deux. Suivre Trump quand on est journaliste, ça donne quoi? Quel est l'impact que ça a sur votre vie professionnelle et personnelle? Suivre, vous pouvez même comparer, puisque vous avez suivi Obama avant. Qu'est-ce que ça donne comme impact? Le premier impact concret, c'est que ça vous happe complètement. C'est ce que vous mentionniez tout à l'heure, évidemment, à cause d'abord de l'arme des tweets quand même, parce que effectivement, il y a quand on travaille à la Maison Blanche, il y a ce qu'on appelle une daily guidance, le programme du lendemain qui est traditionnellement publié pour dire voilà quels seront les événements publics du président. Celle de la Maison Blanche de Donald Trump n'a pas beaucoup de valeur parce qu'à tout moment il y aura bien sûr ces événements inscrits dans le marbre, mais il y aura aussi les tweets matinaux et les tweets tardifs. Donc la première chose c'est ça, c'est que le tweet trumpien ou trumpiste, si on veut, impose un rythme assez une obsession peut-être encore plus terrible, d'une manière d'être encore plus collé à son téléphone. C'est déjà un peu une vilaine habitude de journaliste. Voilà, mes filles me l'ont beaucoup reproché. Donc c'est la première chose, c'est que ce tweet-là impose quelque chose. On est malgré tout, on disait qu'ils ont perdu un peu en valeur, mais on est malgré tout bien sûr obligé de garder un œil dessus. Donc le rythme. Et puis la deuxième chose, c'est le style quand même, ce style agressif, rugueux, moqueur. Ça assomme un peu. On dit dans la première page du livre qu'on sort souvent un peu groggy d'une journée avec Donald Trump. On sort groggy d'un mandat avec Donald Trump, c'est certain.
Et vous, Gilles, ça a eu quel Et en même impact temps, personnel et professionnel? ah, oui, ben, On ne vous entend plus. cette fatigue, les électeurs de Trump. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Oui, je me suis désabonné très vite du compte de Trump parce que moi, je suis pas comme Jérôme obligé d'avoir cette discipline absolue. J'ai un peu plus de temps pour moi et c'était vraiment une façon voilà, de mettre un peu de distance et une sorte de désintoxication parce que de toute façon, les tweets de Trump, on les loupe pas parce que ils sont retweetés, re-retweetés, donc c'était pas un problème. Donc il y a cette fatigue, il y a cette usure. En même temps, c'est une expérience incroyable. C'est-à-dire que de se plaindre d'avoir suivi ce mandat nous a permis de faire ce livre déjà. Et puis, c'est vraiment une expérience journalistique qui est étonnante, enrichissante, même si elle a ses contraintes. Alors, deux questions qui se rejoignent un petit peu et que j'ai donc regroupées. Une de Bernard Grenier, qui est bien évidemment la question que tout le monde a envie de vous poser, c'est-à-dire qui pensez-vous va gagner l'élection américaine? Et puis une question de Clémence, aussi de Boston, qui est légèrement différente. Ce n'est pas qui, mais c'est quand pensez-vous que nous saurons définitivement qui aura gagné les élections à cause des mail-in ballots, etc. Alors, sur la première, on va se garder d'un pronostic. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant à souligner, c'est qu'aujourd'hui, on est à 8 jours du scrutin. Donald Trump est en mauvaise posture et il le sait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez lisible, Donald Trump, en quelque sorte. Hein. Quand il va bien, on voit qu'il va bien. Quand il a des bonnes nouvelles, quand ça va mal, on voit qu'il va mal. Il change d'humeur comme ça. Et clairement, il a conscience que la situation se présente mal. Il ne le dit pas comme ça. L'autre jour, il a eu une phrase, il y a 2 jours, j'étais avec lui en Caroline du Nord, et il a dit, dans cette manière un petit peu, avec cette forme de roublardise qu'il aime bien utiliser, il a dit, vous savez, moi, les sondages, quand ils sont bons, j'en parle toute la journée, quand ils sont pas bons, je dis pas un mot. Et c'est pas faux, et il parle pas beaucoup des sondages. Voilà, donc les sondages sont pas bons, c'est clair, la moyenne des sondages n'est pas bonne, les sondages au niveau national, les sondages au niveau des États clés, il y a beaucoup de signaux inquiétants. Voilà, une fois qu'on a dit ça, donc, et il en est conscient, on le voit dans son comportement, il est inquiet. Et d'ailleurs, c'est intéressant, à 2-3 occasions, il a évoqué en passant la défaite. Parfois, dans une conférence, il dit, écoutez, je ne sais pas si vous me réinviterez l'année prochaine, mais après tout, je m'en fous. Enfin, c'était intéressant de le voir de manière un petit peu éparse, comme ça, mentionner la possibilité d'une défaite. Après, ce qu'il faut dire aussi, quand même, c'est qu'il reste une voie étroite, mais il reste une voie pour Donald Trump vers l'élection le 3 novembre. C'est évident. Il faut prendre la carte, bien sûr, la carte des États clés, et jouer en faisant basculer un coup bleu, un coup rouge. Il faut qu'il remporte la Pennsylvanie, il faut probablement qu'il remporte la Floride. Donc, la voie est étroite, mais elle existe, si on s'en tient au sondage aussi. Donc, voilà ce qu'on peut dire. À 8 jours, il est mal embarqué, il est inquiet. Il lui reste cette voie étroite. Et donc, quand pensez-vous que, étant donné le fait qu'on a beaucoup de votes qui sont faits par correspondance, quand pensez-vous qu'on aura les résultats? Ça, c'est la question de Clémence de Boston. Ça dépendra évidemment de l'écart entre les deux. C'est-à-dire que si il y a un écart net en faveur de l'un ou de l'autre des candidats, et les sondages disent plutôt en ce moment que ce serait Joe Biden, et si ce n'est pas le cas, l'industrie sondagière américaine partira à la casse au lendemain du 3 novembre. Si cet écart est grand, l'importance des bulletins par correspondance sera moins importante. Ça sera moins sensible et donc on sera moins lié à ces dépouillements-là, qui sont très compliqués puisque chaque État a ses règles. Certains ont commencé déjà à les décompter et donc sont en mesure de donner les résultats au soir de l'élection, et d'autres pas. D'autres acceptent les bulletins par correspondance après le jour de l'élection et d'autres pas. Donc tout ça vraiment rend les choses complexes. Si c'est serré, effectivement, on risque d'attendre longtemps. Il faut se souvenir, si on prend un exemple, en 2018, en Arizona, il y avait une élection pour un siège de sénateur, de sénatrice, puisqu'il n'y avait que 2 candidates de femmes. Et la républicaine est arrivée en tête avec 15 000 voix au soir de l'élection. Et elle a finalement perdu cette élection 6 jours plus tard, avec 55 000 voix de retard. Donc voilà,
cet écart s'expliquait parce que des votes étaient arrivés entre-temps, ils avaient été décomptés et ils étaient plutôt favorables à la démocrate. Donc, si c'est serré, on risque d'attendre effectivement. Oui, moi, je me souviens de l'élection entre Gore et Bush, donc en l'an 2000, où on a attendu quand même toujours avec la Floride, le recount, et que la Cour suprême de Floride décide qui avait gagné quoi, en gros. Barbara Boucgnot nous rappelle qu'effectivement, en 2016, les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante et que donc rien n'est fait. Je crois que ça sera peut-être le mot de la fin, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, Jérôme et Gilles, peut-être, parce que moi j'allais dire à tout le monde, quel que soit le candidat pour lequel ils veulent voter, l'essentiel c'est qu'ils aillent voter. J'explique souvent à mes étudiants que le droit de vote, ce n'est pas un droit, c'est aussi un devoir. Parce que c'est quelque chose qu'on a gagné, qu'on a du mal à avoir avant. Et donc, c'est un devoir. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour clôturer cet événement exceptionnel? Donald Trump a, malgré lui, réhabilité la politique. Je dis malgré lui parce qu'il critique très volontiers la politique traditionnelle, mais il la réhabilite si on mesure le degré de mobilisation qui est déjà constatable dans les États avec les procédures de vote anticipé. On se dirige probablement vers une participation record au soir du 3 novembre, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays, quelle que soit, encore une fois, l'issue. Oui, sur ce point, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui montrent que visiblement, il y a une mobilisation de l'électorat jeune qui traditionnellement vote très, très peu aux États-Unis. Et on voit une tendance se dessiner. On va voir, il faudra voir sur l'ensemble des États et l'ensemble des chiffres, mais si d'une certaine manière, il contribue à renvoyer ou à mobiliser les plus jeunes Américains et à les faire voter, même si c'est dans des proportions limitées, mais plus fortes que traditionnellement, en ce sens-là, je pense que ce sera probablement un signe de dynamisme de la démocratie américaine. Alors pour tout le monde, je vous rappelle que le livre de Gilles et de Jérôme est en vente chez Bonjour Books d'ici, qui se trouve à Kensington, Maryland. J'ai mis dans le chat le lien. Si vous l'achetez avant ce soir minuit, vous avez une réduction de 10%. J'ai mis ça aussi dans le chat. Et je l'avais mis aussi dans l'email que je vous ai envoyé tout à l'heure pour vous rappeler le lien avant le début de l'événement. Donc, vous pouvez trouver ce livre à Bonjour Books d'ici. Vous pouvez l'acheter aussi sur le site web de Bonjour Books d'ici. Voilà. Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Jérôme. Et pour ceux qui sont intéressés pour la soirée du 29 octobre avec Sonia Drilly de France 24, vous pouvez encore vous inscrire en allant sur le site de l'Alliance française et en regardant Events, Upcoming Events. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à vous.